Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi l'exclusion numérique des seniors... Ah, ça marche pas. Attendez, si. Si, ça marche. Pourquoi l'exclusion numérique des seniors fait partie on va dire, des choses qui intéressent le conseil départemental? Très bonne question, je vais dire. Mais très bonne question parce que, mais vous le savez tous ici, je pense, le conseil départemental est la collectivité territoriale qui est en charge des solidarités humaines et aussi des solidarités territoriales. Mais en ce qui concerne ce qu'on nomme globalement les solidarités humaines, le conseil départemental a pour mission d'accompagner les publics qui sont dits vulnérables. On aime ou on n'aime pas ce mot-là, mais c'est vrai que c'est un terme générique pour qualifier un certain nombre de personnes, et en particulier les personnes âgées, les personnes en situation de handicap. Mais le département est aussi chargé de la protection de l'enfance et de l'accompagnement des allocataires du RSA et de toutes les personnes qui sont dans leur histoire de vie un peu en marge du fait des difficultés d'emploi ou de difficultés de logement ou de difficultés liées à la migration ou des choses de ce type. Donc c'est vraiment par l'intermédiaire des allocations individuelles de solidarité, mais aussi par tout l'accompagnement social qu'on met en place avec les centres départementaux d'action sociale sur les différents territoires que le département agit. Alors forcément, quand il s'agit des personnes âgées, on est les premiers concernés. Bien, alors, Flore Huer, est-ce que vous pouvez en 2 mots, nous dire ce qu'est le CLIC de la Côte d'Émeraude, et ensuite nous présenter l'action sur laquelle vous travaillez dans ce domaine? D'accord. Alors, le Centre local d'information et de coordination, le CLIC de la Côte d'Émeraude, il y en a plusieurs sur le territoire, mais je suis salariée de celui-ci, s'adresse aux personnes concernées par le handicap et aux personnes de plus de 60 ans dans tout l'accompagnement des démarches au sein de la structure. Et alors donc, concernant cette exclusion numérique des seniors, quelle est l'action sur laquelle vous travaillez précisément? Alors, à la jeunesse du projet, avant de parler du CLIC, il y a eu quand même une réflexion qui a duré quasiment 18 mois, où des élus de 7 communes, que je vais citer, le département, à travers l'agence départementale de la Gouesnière et à travers la direction du centre départemental d'action sociale de Saint-Jouan, suite au constat des travailleurs sociaux, de tous les travailleurs d'ailleurs qui ont l'occasion de travailler sur ce territoire, ont pu constater que les démarches en ligne, ou en tout cas tout ce qui avait trait au numérique, pouvait devenir un handicap social et pouvait même exclure, ou en tout cas ne pas permettre à des personnes qui en auraient besoin de pouvoir bénéficier de leurs droits. Cette réflexion, elle a duré un certain temps, et au bout d'un certain temps, les personnes qui constituent le comité de pilotage ont décidé de proposer un diagnostic de territoire. Ce diagnostic de territoire, il a pu mettre en évidence que sur ce territoire, donc qui concerne 23 communes, à la fois sur la Côte d'Émeraude et Saint-Malo agglomération, le diagnostic de territoire met en évidence que non seulement les seniors de plus de 60 ans peuvent rencontrer des difficultés liées à la dématérialisation, mais aussi tout le reste de la population. Ces difficultés rencontrées sont vraiment liées à la dématérialisation, mais aussi à l'éloignement que l'on peut avoir de toutes les structures. Le diagnostic ayant été posé, une demande a été faite à la conférence des financeurs, via le département, pour pouvoir bénéficier d'une subvention, et une expérimentation a lieu depuis le mois de septembre, depuis le 4 septembre, à destination des 7 communes dont les élus ont porté le projet pour 18 mois. D'accord. Alors concrètement, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites? Quel est votre travail au quotidien? Alors, je vais au domicile des personnes, ou bien je les reçois dans un lieu neutre. Je suis autonome sur Internet, c'est-à-dire que je suis outillée et j'ai aussi la liaison Internet. Je vais à leur domicile pour les accompagner dans leur démarche administrative, mais ça passe aussi parfois par la sensibilisation, la découverte de l'environnement numérique. Le but, ce n'est pas de faire la démarche à la place de la personne, c'est bien de la rendre autonome à terme dans ces démarches liées à la dématérialisation. Donc vous allez concrètement chez les gens et vous faites... alors c'est tout le temps, plus ou moins tout le temps le même
processus ou les gens n'ont pas forcément le même niveau, on va dire? Alors non, effectivement. Déjà, il y a 2 formes de rencontres des bénéficiaires, hein, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des prescripteurs à travers les travailleurs sociaux, du CEDAS, les secrétaires de mairie, le CLIC notamment. Dans ce cas-là, on est à peu près à 1/4 des bénéficiaires. Aujourd'hui, nous sommes à 60 bénéficiaires pour à peine 3 mois d'expérimentation. Les bénéficiaires me contactent soit par le biais du prescripteur, soit directement. Donc 3/4 des bénéficiaires m'ont contacté directement par téléphone. Le contenu de l'accompagnement, il est vraiment varié. Ça va aller, la première rencontre, ça a été une demande de permis international. Donc on n'est pas vraiment dans le public cible qui vise à favoriser le recours au droit. Néanmoins, c'était une démarche à faire. Et puis ça va passer par tous les grands sites, l'ouverture d'un compte Amélie, l'ouverture du compte des impôts, les 2 permettant d'avoir accès à France Connect, et on sait que c'est le sésame pour faire toutes les démarches en ligne désormais, officielles. Ce sont les demandes de retraite unique, ce sont les demandes de carte à mobilité inclusion, ce sont toutes les démarches officielles en ligne. Alors, il y a aussi quelquefois un interphone qui ne fonctionne pas chez une dame très âgée qui n'a pas de famille, par exemple, hein, ou bien, dernièrement, c'était un chauffage qui ne fonctionnait pas dans un logement. Très bien. Alors, quels sont les freins que vous avez pu identifier par rapport à justement, donc au numérique? Qu'est-ce qui pose le plus de problèmes aux gens que vous visitez? Alors, l'action, pour le moment, s'adresse aux plus de 60 ans, puisque c'est financé par la conférence des financeurs. Donc, on pourrait retenir quand même que l'âge peut être un frein, puisque les personnes de plus de 60 ans, donc là, on a quasiment moitié, d'entre 60 et 70 ans, et l'autre moitié entre 70 ans et 80 ans. Ces personnes-là n'ont pas eu coutume, n'ont pas l'usage du numérique de par leur vécu, professionnel en tout cas. C'est un premier frein. Mais il en est d'autres. L'équipement qui coûte cher, la liaison Internet qui peut coûter cher, la méconnaissance ou déjà une difficulté à utiliser le format papier, donc qui se répercute sur le numérique, le simple fait d'être réfractaire à l'usage du numérique, et enfin la méconnaissance des droits desquels on peut bénéficier. Alors, cette expérimentation donc, concerne 7 communes, c'est ça, pour l'instant. Est-ce qu'il ne faudrait pas que ce soit étendu, finalement, à l'ensemble du département ? Évidemment, là, on a été très satisfait de voir qu'il y a des structures comme des clics qui sont volontaires pour mener ce type d'expérimentation et forcément qu'on pourrait imaginer que ça soit étendu sur l'ensemble du territoire. Ceci dit, on a d'autres types d'expérimentations qui se passent aussi sur le territoire départemental, pas forcément comme celle que vient de nous présenter Madame, mais ça a fait partie de nos préoccupations. J'ai présenté tout de suite très très rapidement en introduction l'émission du Conseil départemental pour que vous compreniez bien pourquoi on était particulièrement intéressé par la fracture numérique. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il faut qu'on soit conscient que toutes les populations qu'on accompagne, quel que soit leur âge justement, et quel que soit le type de difficultés qu'elles peuvent rencontrer, il faut qu'on soit en mesure de faire en sorte qu'elles puissent accéder à leurs droits, qu'elles aient connaissance de leurs droits. Donc ça, c'est notre travail aussi, mais d'une autre manière, mais qu'elles puissent accéder à leurs droits. Alors, pour accéder à leurs droits, effectivement, soit elles se déplacent vers un centre départemental d'action sociale, et là, elles peuvent avoir un rendez-vous en face à face. Mais il faut bien savoir que le numérique, qui peut être un frein, comme vous l'avez dit, pour beaucoup, peut aussi être une chance pour ceux qui n'ont pas les moyens de se déplacer, justement. Parce que s'ils ont un accès Internet, c'est une autre histoire, mais on va en reparler. S'ils ont un accès Internet, justement, le numérique favorise l'accès aux droits puisqu'il permet de chez soi de faire toutes les démarches. Donc, il y a aussi des grands avantages et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on suit on est monté dans ce train tous ensemble du numérique. Donc, notre but à nous, c'est de favoriser les droits et l'accès aux droits et donc de diagnostiquer exactement ce qui se passe sur le territoire. On a parlé de l'accès à Internet. Forcément que
on a dans notre direction des services informatiques l'obligation de faire en sorte que l'ensemble des habitants de notre territoire départemental puissent accéder au haut débit, au très haut débit. On n'est pas encore sur une couverture complète, mais on s'engage pour 2030 à avoir une couverture complète sur le territoire pour le très haut débit. Diagnostiquer où se trouvent les zones blanches, où sont les endroits où on peut avoir un accès Wi-Fi gratuit pour les personnes qui ont des difficultés financières, faire en sorte de savoir où on rencontre des médiateurs numériques, dans quel centre, puisque tous les acteurs sociaux aujourd'hui ont l'obligation quand même de mettre à disposition des personnes qui vont pouvoir aider dans un centre, que ce soit la CAF, la CPAM, le département, les CCAS, etc. Donc voilà, on a fait un diagnostic et le département sort en ce moment une cartographie numérique, mais interactive, qui recense absolument tout ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire quels sont les endroits où on n'a pas d'accès Internet, quels sont tous les endroits où on a un très bon accès Internet, où on a du matériel à disposition dans des centres, où on a un accès gratuit à la Wi-Fi, où on a un médiateur et où on peut avoir des cours, un espace multimédia avec des cours, et puis chaque partenaire doit se mettre à jour pour être sûr que cette cartographie soit bien à jour et que tout le monde puisse s'en servir. Alors, l'an dernier, dans cette même enceinte, Jacques Toubon, défenseur des droits, avait un peu tiré la sonnette d'alarme en disant que peut-être cette dématérialisation, enfin peut-être, d'après lui c'était même certain, allait trop loin, en tout cas trop vite. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez sur le... C'est sûr que ça inquiète beaucoup. Ça inquiète beaucoup pour les personnes qui sont éloignées de ça, parce qu'elles se sentent complètement démunies et elles ont de toute façon besoin d'un accompagnement. Donc oui, ça inquiète. Est-ce que ça va trop vite? Nous, on est obligés de prendre le train en marche. C'est vrai que ça va vite et qu'on essaye de déployer au maximum les ressources pour que les personnes soient le mieux accompagnées possible. Après, moi, je pense quand même qu'il y a... aussi des avantages. J'ai parlé de la mobilité tout à l'heure. Il y a d'autres avantages au numérique. Vous disiez tout de suite que certaines personnes ont des grosses difficultés avec le document papier. C'est vrai. Les documents papier, quand on fait une demande de RSA ou quand on fait même remplir sa feuille d'impôt, il y a certaines personnes pour qui c'est déjà très difficile. Or, avec le numérique, on a d'autres ressources qui peuvent permettre de rendre plus accessible si les opérateurs, les distributeurs, enfin ceux qui font les logiciels, s'emparent du sujet avec nous. Nous, on les interroge pour qu'ils s'emparent de ce sujet-là et permettent, par exemple, d'avoir des documents dans différentes langues, avec des icônes, des illustrations et des tutos qui expliquent comment on remplit le document. Enfin, il y a tout un tas de ressources sur Internet qui devraient permettre que ça soit plus simple. Donc, essayons tous ensemble, et c'est ce qu'on essaye de faire au département, de se coordonner pour avancer et offrir le maximum pour que les personnes s'y retrouvent le mieux possible. Bien. Mais aujourd'hui, on en est surtout à l'accompagnement physique, hein, vraiment, on en est encore beaucoup à l'accompagnement physique. Bien, alors je vois qu'il y a beaucoup de monde, donc probablement peut-être déjà des questions. Le sujet, alors, écoutez, ma collègue étant partie, je vais me déplacer. Bonjour, moi je suis arrivée un peu en cours de route, mais je pense que je voulais parler de justement tous ces médiateurs numériques, les MSAP également, donc les maisons de service au public qui deviennent Maison France Service incessamment sous peu. Elle pose beaucoup la question de savoir quel est le niveau de formation et de qualification des personnes qui travaillent dans ces structures, puisque ce ne sont pas toujours des intervenants sociaux. Et que donc, en termes d'accompagnement des personnes, en termes de manipulation de données personnelles privées, il y a toute une réflexion en fait à avoir autour de ces nouveaux lieux qui permettent d'avoir accès aux droits notamment, puisqu'on est là-dessus.
Est-ce que vous, dans vos pratiques respectives, vous avez déjà pu commencer à vous poser la question, à avoir des problèmes survenir là-dessus ou Alors, des problèmes, je ne sais pas si ce sont des problèmes, mais cette question se pose, vous avez tout à fait raison, elle se pose complètement. Alors, il faut... je vais parler de l'accompagnement social inconditionnel de proximité, puisque les MSAP ou Maisons France Service, ce sont des lieux qui regroupent différents services, mais on est tenu aujourd'hui de mettre en place un accompagnement social inconditionnel de proximité, c'est-à-dire que dans chaque commune, il doit y avoir une possibilité de venir s'informer sur ses droits et d'avoir une première information et orientation sur ses droits avec éventuellement justement un accompagnement au numérique. Et ça touche des CCS de toutes petites communes, par exemple, ou des secrétaires de mairie. Et c'est bien de ces communes-là, surtout, que sont venues les interrogations en disant mais jusqu'où je vais? Est-ce que, alors je peux expliquer à une personne comment faire une demande de RSA, comment s'inscrire à Pôle emploi, comment voilà, ça c'est pas si difficile, ça ne demande pas de rentrer très loin dans la vie privée des personnes. Par contre, si la personne vient pour une déclaration d'impôt, là, ça pose plus de questions parce que je ne peux pas avoir accès forcément à toute son intimité, toutes ses finances. Je ne vais pas déclarer pour elle, je ne vais pas signer pour elle en bas de la feuille. Donc, il y a des stratégies. On en est à des stratégies aujourd'hui, justement, à savoir comment on s'arrange. Et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de réunions entre acteurs sociaux pour savoir jusqu'où on s'arrête, à quel moment on s'arrête et vers qui on envoie il y a des accompagnements au service à la consommation parce qu'il y a beaucoup de demandes aussi concernant la consommation. Sur les impôts, par exemple, il y a un maire dans une petite commune à côté de Rennes qui a fait au moment des déclarations d'impôts, à l'époque on déclarait encore ses impôts parce que maintenant c'est plus tout à fait la même chose, mais enfin si on déclare ses impôts mais plus de la même manière, mais si vous avez raison de rire parce que je ne dis pas les choses correctement, mais il a fait venir un avocat fiscaliste en permanence, plusieurs fois dans sa commune, et l'avocat fiscaliste avait un agrément qui lui permettait justement d'avoir un lien avec les personnes qui allaient plus loin qu'une simple secrétaire de mairie. Et donc, il a pu permettre aux habitants qui étaient en difficulté de venir le rencontrer pour pouvoir remplir avec lui leur feuille d'impôt. Par exemple, c'est des stratégies de ce type-là qu'il faudra mettre en place. Sur les questions de consommation, on ne peut pas aujourd'hui demander à un travailleur social, par exemple, quand il aide une personne à faire ses démarches pour le RSA, de faire ensuite une démarche pour acheter quelque chose sur Amazon. Ça, c'est pas possible. Donc, il faut aller dans une association où il y aura un simple animateur, un animateur formé, mais une personne qui va pouvoir être sur ce type de demande. Alors concrètement, comment ça se passe justement quand on est confronté à des données qui sont vraiment personnelles? Alors, je comprends ce qu'il y a derrière la question et je l'ai vécu en direct. Hein. L'Internet à votre service, c'est tout récent, ça vient d'arriver sur le territoire. Néanmoins, j'ai dû rattraper des situations un peu compliquées parce que les médiateurs, effectivement, notamment la préfecture ou dans ce genre de service, vont faire le nécessaire et c'est bien qu'ils soient là pour ouvrir un compte des impôts, une adresse de messagerie de manière à pouvoir faire la déclaration d'impôt ou de manière à pouvoir accéder à NTS et à pouvoir obtenir la pièce d'identité, par exemple, que l'on souhaite. Néanmoins, lorsqu'on s'adresse à une population qui ne maîtrise pas nécessairement l'environnement numérique, on ne l'accompagne pas nécessairement dans la compréhension de ce qu'on a fait pour elle. Et en fait, on passe à côté de la volonté de la rendre autonome sur ses démarches. Et donc, concrètement, je suis arrivée chez une dame qui ne savait pas qu'elle avait une messagerie, qui ne savait pas qu'elle avait un compte impôt ouvert, parce qu'elle avait fait les démarches pour une carte grise. Et le jour où il a fallu payer les impôts locaux et les impôts fonciers, eh bien, comme la personne qui lui avait ouvert son compte n'avait pas décoché « je ne veux pas du papier », eh bien, elle était sujette à une majoration parce qu'elle n'avait pas reçu ces déclarations par papier. Donc, évidemment, je pense que la formation des intervenants, elle est nécessaire. Et en tout cas, pour l'Internet à votre service,
comme tout à chacun, comme tout travailleur social, on est tenu à la discrétion professionnelle et on la respecte bien évidemment. Et puis c'est régi par le RGPD, les règles que l'on doit respecter normalement. Alors, par rapport à ces données personnelles, on peut aussi dire que parfois, les personnes n'ont pas du tout envie d'être aidées, par exemple, par des gens de leur connaissance ou de leur famille, parce qu'elles n'ont pas nécessairement envie de donner à la famille, aux enfants, aux petits-enfants, leurs données personnelles. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes qui m'appellent me disent « Moi, j'ai des enfants hein, et jusqu'alors, ils s'occupaient de mes affaires, mais moi, j'aimerais bien devenir autonome parce que j'ai pas envie de les embêter ou alors parce que ma situation a changé et j'ai pas envie de leur dire. » Et le fait d'avoir une personne qui est neutre, qui vient sur un temps donné à domicile, mais toutes les informations, elles restent à domicile. Moi, je ne garde rien. Je n'ai pas un seul code vers moi. Je peux même oublier le nom de la personne en sortant et c'est même nécessaire. Et ils sont assurés de cette discrétion et ça les rassure. Une autre question? Oui. Allez-y. Je voulais savoir pour des personnes qui ont des problèmes de santé, qui ont un médecin qui jusqu'ici, quand ils appelaient au téléphone, l'avait directement, puis tout d'un coup, le médecin se met sur un réseau Doctolib, inscrivez-vous sur Internet, prenez rendez-vous. Une personne de 92 ans qui n'a jamais eu de matériel Internet et qui ne peut pas y accéder. Comment fait-on pour que justement, ce cas-là, elle ait été aidée, mais pour les personnes qui ne le sont pas, qui veulent garder leur autonomie et de pouvoir aller à des rendez-vous? Effectivement, j'ai rencontré le souci. Alors, j'ai dit que j'ai intervenu sur cette commune. Je vais quand même les citer parce qu'elles ont le mérite d'être à l'origine de cette expérimentation. Il s'agit pour la rive gauche de Dinard et de Pleurtuis et pour la rive droite du Tronchet, de Plerguet, de Mignac-Morvan, de Saint-Méloire-des-Ondes et de Saint-Jouan-des-Guéris. Les personnes qui ont la chance de pouvoir bénéficier de l'expérimentation m'appellent, je viens, ou pas d'ailleurs, ça dépend des circonstances, on prend le rendez-vous ensemble. Les personnes qui ne peuvent pas bénéficier de ce service, et de toute façon, quid en 2022 avec la dématérialisation totale, quand bien même l'expérimentation soit reconduite de 18 mois, je ne pourrais pas couvrir tout le département. C'est un véritable problème. Alors, surtout si elles n'ont ni matériel, ni accès à la Wi-Fi, ni connaissance pour s'en sortir. Là, elles sont obligées de se déplacer d'une manière ou d'une autre pour aller dans un lieu qui va les accueillir et les accompagner. Donc, c'est bien l'enjeu de ce premier accueil social inconditionnel de proximité. Et il va falloir que dans chaque commune, il y ait un lieu identifié où les personnes peuvent se rendre pour au moins avoir cette première aide. Après, je voulais dire aussi qu'au département, on a un service qui est peut-être pas assez connu, mais dont on a pas mal parlé ces derniers temps, parce qu'on en a fêté les 20 ans, qui s'appelle Info Social en ligne. C'est un numéro, le 0800 95 45 35 45, 0800 95 35 45. J'espère que c'est ça, ou 45-35. Enfin, il faudra vérifier, excusez-moi, je ne sais plus. Mais je ne sais pas si on a quelque part, peut-être sur le stand du département, des petits flyers. En tout cas, Info Social en ligne est un numéro gratuit qu'on peut appeler entre 8h et 18h chaque jour de la semaine, sauf le week-end, et qui, même le midi, et qui permet d'avoir toutes les informations. Et il est très performant, je peux vous l'assurer. C'est vraiment un service extrêmement performant. Il y a 6 professionnels qui sont des travailleurs sociaux, assistantes sociales, CESF, et qui vous donnent les premières informations, mais même des informations très poussées, et qui aussi peuvent vous accompagner pendant que vous êtes au téléphone, si vous avez du matériel, bien évidemment. Si vous n'avez pas de matériel, c'est pas possible. Mais si vous avez un ordinateur devant vous, elles peuvent faire les démarches avec vous. Elles se mettent sur le site en même temps que vous et elles vous expliquent exactement comment faire au téléphone. Donc ça, c'est une ressource qu'on a mis en place au département et qu'on a fait évoluer justement pour pouvoir répondre à ce genre de questions. D'autres questions ? Attendez, on va vous donner un micro parce qu'on n'entend pas du tout. Donc madame et après monsieur. Bonjour. Quand vous parlez de dématérialisation,
totale en 2022, c'est pour tous les services administratifs? Ah ben non, mais il y aura toujours un accès possible en face à face, mais il y a des documents qui ne pourront plus être remplis que, oui, sur Internet. Pour les impôts, par exemple, des choses Oui, comme pour ça. les impôts. Aujourd'hui, ça se fait déjà pour la CAF. Pour le RSA, si vous êtes allocataire du RSA ou si vous souhaitez, si vous pensez que vous pouvez être allocataire du RSA, vous ne pouvez pas faire une demande autrement que sur Internet. Aujourd'hui, si vous voulez vous déclarer comme demandeur d'emploi, vous ne pouvez pas faire autrement que sur Internet pour vous déclarer demandeur d'emploi. Donc c'est déjà en grande partie une dématérialisation. Ce qui se passe, c'est que vous pouvez aujourd'hui aller dans un lieu où vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous aider à faire les démarches et à remplir vos documents sur Internet. Mais ce qui suppose qu'à chaque étape, on soit obligé de retourner pour avancer. Non, parce que l'enjeu, c'est que les gens deviennent autonomes quand même, oui, et qu'au bout d'un comprends moment, bien, tout le monde puisse avoir, et comme je le disais en introduction, et un accès au très haut débit, et du matériel, parce que le département, par exemple, s'est engagé avec une association d'économie sociale et solidaire qui s'appelle Ressourceté Envie, si vous connaissez Envie 35, pour rénover, recycler, oui c'est ça, notre matériel informatique et le mettre à disposition de tous pour des prix très modiques. Donc, de tous en fonction des revenus quand même, mais pour des prix très modiques. Donc voilà, faire en sorte aussi que tout le monde puisse accéder à du matériel de manière la moins chère possible, la plus accessible possible, d'identifier l'ensemble des lieux où on a de la Wi-Fi gratuite, enfin voilà, tout ça, et faire en sorte qu'il y en ait un maximum, et puis les lieux où on aura une aide physique. Vous venez de parler d'un lieu tout à l'heure, vous l'avez cité, mais vous n'avez pas dit de quel lieu il s'agissait. Le lieu où on pouvait toujours... il n'y a pas un lieu, c'est-à-dire que je disais qu'aujourd'hui, par exemple, on a sur le département 22 centres départementaux d'action sociale. Donc, dans ces 22 centres départementaux d'action sociale, on a l'obligation d'avoir un accueil de premier niveau qui va répondre à tout ce type de questions. Dans les CCAS, les centres communaux d'action sociale, chaque commune a un CCAS. Dans les CCAS, on a l'obligation d'avoir cet accueil de premier niveau. Dans les associations, il y a un certain nombre d'associations qui ont mis en place des accueils multimédia avec un animateur. Donc voilà, la CPAM a cette obligation aussi, donc à quelques lieux. Alors, pas sur tout le territoire, mais à quelques lieux. La CAF a encore cette obligation et a des lieux aussi où on peut rencontrer des personnes de la CAF qui vont vous aider. Et quand vous allez même à la CAF Cour des Alliés à Rennes, vous êtes accompagné si vous avez des difficultés. Absolument. Oui. Alors vous avez bien raison, et c'est là qu'on essaye de toucher le public cible de l'Internet à votre service. Ce sont toutes ces personnes qui sont éloignées ou qui n'ont pas envie, même si c'est faux, d'être stigmatisées en passant la porte du centre départemental d'action sociale ou en interpellant le CCAS. Alors, il y avait un monsieur qui avait une question d'abord. Oui, bonjour. Un petit peu dans la continuité, en fait, moi, vous avez parlé d'ANTS. C'est un site que je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse, mais en fait, c'est quand même un site sur lequel il faudrait que tout le monde soit inscrit, puisque maintenant, de toute façon, on ne va plus pouvoir rien faire. Une carte grise, une carte d'identité, un passeport, un permis de conduire, enfin tout ce qu'on veut, quoi. Vous pouvez passer par France Connect, vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte ANTS. Oui, tout à fait, mais n'empêche que d'une part, il va quand même falloir vous inscrire, ensuite, il va falloir faire votre photo, ensuite, il va falloir faire tout un tas de choses. Et les bonnes ? Et bien sûr, les bonnes, pas n'importe lesquelles. Et donc, vous allez aller à chaque fois vous déplacer chez les gens. Moi, si c'est ce que vous faites, c'est magnifique. Mais pour l'heure, c'est ce que je fais. Bon courage, hein, parce qu'il y a quand même énormément de travail. Le site ANTS, j'ai eu, moi, l'occasion de le tester tout récemment, puisque je me suis fait voler tous mes papiers, donc il a fallu que je refasse tout. Ça a été une galère sans nom. C'est pas du tout fluide. Je suis entièrement d'accord avec vous. Et c'est pas un problème d'inscription, hein. Et alors maintenant, de toute façon, chère madame, il y a des accueils, mais pour la préfecture et pour la NTS, que dalle, excusez-moi l'expression, rien. Il y a des médiateurs numériques à la préfecture. Bah alors là, mais on les a évoqués tout à l'heure.
Alors, une autre question. Oui, merci, bonjour. Moi, j'aurais été intéressée, en fait, pour comprendre un peu comment... parce qu'on voit bien, il y a des questions qui ont été posées tout à l'heure sur cette tension qui existe entre les intervenants sociaux, l'accompagnement social, et l'accompagnement, en fait, aux compétences numériques, en sachant que les travailleurs sociaux ne sont pas toujours avec un niveau de compétences numériques adéquat ou nécessaire, ou etc. Donc il y a aussi besoin de former les travailleurs sociaux au numérique. Mais en attendant l'évolution en fait, de la formation des travailleurs sociaux, comment se passe aujourd'hui concrètement dans les services cette articulation entre les compétences numériques des médiateurs numériques, ou je ne sais pas comment on les appelle, et les travailleurs sociaux? Est-ce que vous pouvez Alors, d'abord, vous avez tout à fait raison. Tous les travailleurs sociaux ne sont pas très à l'aise sur le numérique, mais c'est comme toute la population française, puisque quel que soit l'âge et quel que soit le niveau intellectuel, le niveau d'éducation, on va dire, pas le niveau d'éducation plutôt, ou le niveau social, le profil social, on a à peu près seulement 20% de la population qui est très à l'aise sur Internet, qui n'a aucun problème. Et ensuite, on a à peu près 20% de la population qui a des très grosses difficultés. Et au milieu de ça, on a 60% des gens, ou entre 50... Non, parce qu'on a à peu près aussi, on dit 7% de la population qui ne pourront pas accéder jamais seuls en autonomie parce que, compte tenu de l'âge, de la nature du handicap, ou enfin de choses de ce type-là, ne pourront pas accéder. Mais, et 50% des gens qui sont dans une sorte de ventre mou de se débrouiller sur certains trucs, mais sur d'autres ne pas savoir, avoir une capacité à aller sur les réseaux sociaux, mais ne pas être capable de remplir un document administratif ou l'inverse, enfin voilà. Et donc, pour nos travailleurs sociaux, c'est la même chose, et on se doit de les former. Et c'est ce qu'on a commencé à faire au département et dans les autres collectivités. Ils sont bien obligés, tout le monde est obligé de s'y mettre, là, hein, vraiment. Donc, on a commencé à avoir des formations en interne, et on a une expérimentation aussi sur la ville de Rennes, en lien, donc département, ville de Rennes et CAF, sur 3 ans, parce qu'on a été obligé de demander des fonds, parce que tout ça coûte cher aussi, hein, bien sûr. Et donc, sur 3 ans, on a mis en place des espaces numériques dans nos espaces sociaux communs. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est qu'un espace social commun. Il y en a 6 à Rennes, dans chaque quartier, où on retrouve l'ensemble des services sociaux. Et dans ces espaces sociaux communs, on a mis en place un médiateur numérique, une coordination, avec et une réflexion sur tous les problèmes qui se posent, puisqu'on a une évaluation en même temps, justement, pour, après ces 3 ans d'expérimentation, avoir quelque chose de pérenne. On sera obligé de pérenniser et de mettre en place sur l'ensemble du territoire quelque chose qui puisse répondre le mieux possible aux attentes des habitants. Et donc, avec les médiateurs numériques, justement, se posent ces questions-là, et on essaye, on marche ensemble, et on essaye de répondre aux questions en marchant, en fait, aujourd'hui. Hein. Et donc, on essaye de répondre aux questions petit à petit de ce qui se pose, effectivement. Mais au département, on a aussi pris la décision de doter l'ensemble de nos travailleurs sociaux de tablettes, pour qu'ils puissent aussi, avec les personnes qu'ils rencontrent, quand ils sont suffisamment à l'aise sur Internet, faire avec eux les démarches. Et à chaque fois, donc, accompagner la personne quand ils sont en face à face avec elle pour faire avec eux les démarches. La question que vous posez, elle s'est posée aussi au sein du comité de pilotage qui a mis en place l'Internet à votre service. Et donc, il y avait 2 axes de réflexion, une réponse individuelle et une réponse collective. Et dans cette réponse collective, il y a des pistes. On est en co-construction actuellement. Et une des réponses a été, par exemple, dans la commune de Pleurtuis, pour ne pas la nommer, il y a un conseil des sages. Les anciens de cette commune aimeraient pouvoir accompagner leurs pairs,
on appelle ça la paire et danse, dans l'usage du numérique. Et donc, en amont de cette démarche, eh bien, il faut d'abord être formé soi-même avant de pouvoir accompagner les personnes dans l'usage du numérique. Et ce sont les animateurs numériques territoriaux, il en est, au conseil départemental, qui vont d'abord venir former ces anciens qui font partie du conseil des sages, qui vont ensuite pouvoir léguer, ou en tout cas transmettre leur savoir dans l'usage du numérique. Et je pense que cette initiative, si elle est probante, donc là ça va poindre son jour, ça va poindre le jour bientôt, pourra être reproduite à loisir dans toutes les communes. Quant aux tensions, je ne sais pas si c'est le bon terme. C'est pas la tension en termes de conflit, c'est la tension en termes des places des uns et des autres. Et pour les publics, c'est repérer qui fait quoi et à qui je m'adresse, en fait. C'est ça. Après, ça peut être source de richesse et de complémentarité. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais pour l'instant, je pense qu'au vu des publics, c'est plus une tension pour savoir effectivement vers qui se retourner, qui solliciter, qui m'accompagne vraiment. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. C'est une grande difficulté, effectivement, d'autant plus qu'actuellement, on a quand même beaucoup d'expérience sur l'accompagnement à l'usage, non pas des démarches, mais vraiment dans la découverte de l'environnement numérique. Il y a beaucoup de cours informatiques et les personnes qui ont la gentillesse, souvent ce sont des bénévoles, d'offrir ces cours-là, ne sont pas formées pour accompagner dans une démarche à long terme ou à moyen terme, et notamment sur le recours au droit. Donc on constate actuellement que ça peut poser souci. Mais encore une fois, c'est de la construction et on a tous pris le train en marche. Merci. Bien, alors bon, peut-être une dernière question rapide. Allez-y, madame. Parce qu'après, oui, on va merci. nous mettre dehors. En bref, en pratique, faire une déclaration à l'URSSAF pour une petite somme qui, voilà... je ne peux pas le faire sur Internet. Je veux dire, je ne sais pas, je ne peux pas. Je suis équipée pourtant. Et l'URSSAF, ils veulent rien faire. Donc, est-ce qu'à l'URSSAF, il y a un endroit dédié pour justement un médiateur qui m'aiderait à faire la chose ou à me montrer Vous n'avez pas la chance d'habiter dans une des 7 communes ? Non. Vous les avez eu au téléphone, l'URSSAF? Parce que moi, je ne vais pas pouvoir vous répondre, mais sans doute qu'eux vont pouvoir vous répondre. J'ai voulu prendre un rendez-vous pour justement présenter la chose et puis qu'elle me fasse vite fait la photocopie de la feuille qu'il faut remplir. Elle m'a dit, elle m'a eu au téléphone pour avoir un rendez-vous. Elle m'a dit non, je ne peux pas vous prendre un rendez-vous pour ça. On n'est pas fait pour ça. Donc, alors, je vous invite d'aller dans un de nos espaces sociaux communs. Vous habitez à Rennes? Oui. Oui. Donc, suivant votre quartier, vous habitez dans quel quartier? Bourgard. Eh ben, vous allez à l'espace social commun du Villejean. Et puis là, vous allez demander si vous pouvez être accompagné pour cette démarche-là. Normalement, il y a un médiateur numérique à Villejean. OK. Merci. Merci. Désolée, aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup d'autres réponses. Ou alors, essayez quand même Info Social en ligne aussi, si vous avez du matériel chez vous. Ah ouais, et vous pouvez essayer Info Social en ligne. Vous faites le 0800 95 45 35 45, pardon. À chaque fois, je me trompe, donc il va falloir quand même vérifier. Et vous leur expliquez. Vous ouvrirez votre appareil en même temps qu'elles et peut-être qu'elles pourront vous guider par téléphone. Essayez. Bien, merci beaucoup. On va devoir arrêter là. Merci à vous. Merci, mesdames.